Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP pour ce premier Famille Justice Enfance de 2024. Bonne année à tous, j'espère que vous avez été sages et que vous le serez encore plus dans cette année qui se profile et qui va être, je pense, disons-le, extrêmement intéressante. Alors aujourd'hui, nous allons parler sexualité. Sexualité parce que oui, c'est un sujet qui fait partie de notre vie, de nos vies, de notre écosystème. Tout être humain, je veux dire, qu'il se fasse des enfants ou pas, qu'il soit en couple ou pas, est confronté à cette question. Et nous allons en parler aujourd'hui avec Sophie Doxas. Sophie, bonjour. Bonjour Stéphane. Sophie qui revient nous voir, qui était venue nous voir. Déjà, nous avions parlé de sujets déjà un petit peu lourds à l'époque. Nous avions parlé d'inceste notamment et de constellation familiale. Sophie qui est psychothérapeute de formation psychanalytique, qui ressent libéral sur Périgueux et qui accompagne également en constellation familiale et qui propose des séances qui parle aussi durant ses consultations de la sexualité auprès des gens et des couples. Alors, on va commencer par quelques statistiques pour planter le décor. Alors, parlons des 18-34 ans. Une enquête assez récente nous explique que 80% des hommes, un peu plus de 80% des hommes, se masturbent environ une fois par semaine, pour 64% des femmes, à peu près une fois par mois, avec 3% des hommes se déclarant non intéressés pour 15% des femmes. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit déjà qu'on commence à percevoir une différence, peut-être de biologie, en tout cas de comportement. Progression de la société française, 41% des gens avouent, en tout cas disent ouvertement lorsqu'il y a un sondage, qu'ils possèdent un sextoy. Au niveau sociétal et évolutif, le premier rapport s'est stabilisé depuis une quinzaine d'années et est aujourd'hui vers 17 ans. Et allons maintenant vers le couple et vers les jeunes parents. Ce qu'il faut regarder, c'est que plus de 50% des Français interrogés par l'IFOP ont déjà eu envie de rompre avec la mère ou le père de leur dernier-né. Et 16% sont passés à l'acte, les femmes étant en matière beaucoup plus nombreuses que les hommes à déclarer avoir été animées d'une intention. Ce qui veut dire que dans la période de fin de grossesse et d'arrivée du bébé, et nous on le voit aussi quand on parle avec les personnes concernées, les permanences et autres, ce sont des phases critiques, importantes de séparation qui sont parfois mal gérées. Et je pense, nous en parlerons avec Sophie, mais je pense que la sexualité mal gérée peut-être dans les derniers mois de grossesse et les premiers mois du bébé peuvent être des causes de séparation et d'incompréhension, clairement, entre les jeunes parents. Alors, c'est une situation qui touche particulièrement les couples appartenant aux catégories socio-professionnelles les plus précaires. Quand on gagne moins de 900 € par mois, on a beaucoup plus envie de quitter leur conjoint et 30% des femmes l'ont fait. Alors, le vieux poncif disant que quand t'as pas d'argent, tu perds d'abord ta femme, ensuite ta santé, peut-être qu'il y a un petit peu de vrai au niveau des statistiques, c'est possible. Et puis, la dernière statistique qu'on va regarder, qui m'a interpellé, c'est que 54% des pères ont plus envie de faire l'amour quand l'enfant est là qu'avant la naissance de leur enfant. Alors qu'on tombe à 39% chez les mères. Ça veut dire qu'en fait, le père continue de regarder sa compagne comme une femme, alors que parfois, la compagne regarde monsieur non plus comme un amant, mais comme un papa. Et donc oublie peut-être, certaines choses, peut-être que la posture n'est plus forcément la même. Et bon, on finira sur une petite touche, on se rend compte quand on en parle ici ou là que beaucoup de femmes en âge de procréer, plus de 30% aujourd'hui, ne veulent pas d'enfants. On monte à plus de 50% pour les personnes qui sont idéologiquement à gauche, ce qui est une grande évolution sociétale aussi. C'est qu'à l'époque, on en parlait en off juste avant, on allait, moi j'ai passé la cinquantaine, mais à l'époque, on allait en boîte de nuit pour séduire, pour danser, pour trouver une compagne. À l'époque, c'était ainsi. Et puis, c'était aussi une manière de démarrer quelque chose, de dérouler la pelote et puis de construire certaines choses. Aujourd'hui, visiblement, aller trouver quelqu'un, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, se retrouver face à quelqu'un qui vous dit, mais de toute façon,
moi, j'ai pas envie de faire d'enfant, j'ai pas envie de faire une famille, et ben c'est devenu extrêmement courant. Voilà, on a posé le décor. Sophie, est-ce que ce que je viens de dire correspond à ce que tu peux entendre en cabinet, à ce que les gens te disent lorsqu'ils viennent te voir? Oui, je suis un petit peu surprise ces dernières années de personnes, surtout des femmes d'une trentaine d'années, qui n'ont plus envie d'avoir d'enfants et qui le revendiquent de façon très claire, sans culpabilisation aucune. Et c'est nouveau pour moi, en tout cas. Et ça vient à quoi? C'est biologique? Alors, C'est la pression de l'environnement? Ouais, il y a un petit peu, enfin beaucoup, je trouve, de rapport à l'écologie, de rapport à la Terre, ne pas peupler encore cette Terre avec plus d'êtres humains, ne pas pouvoir leur offrir un avenir. Je ne parle pas de conditions financières du couple, je parle d'un avenir suffisamment sécurisant. Donc il y a un pessimisme par rapport à l'avenir. Oui, absolument. D'accord. Absolument. C'est des comportements, des psychologies que l'on rencontre quasiment en temps de guerre. Quand on regarde la pyramide des âges, tu sais bien, lorsque effectivement les choses sont dangereuses et compliquées, qu'il y a peu de confiance en l'avenir, le taux de procréation est assez bas. Et lorsque la guerre est résolue, qu'on rentre en période de paix, moi j'ai appris ça à l'école, il y a toujours ensuite un boom, tout à fait, j'ai appris la même chose, un boom de naissance. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens, enfin, les femmes d'aujourd'hui, les jeunes femmes surtout, se ressentent en fait comme nos ancêtres étaient en 1916 ou en 1940, 41 quelque part. Oui, probablement. Il y a vraiment une difficulté à pouvoir se projeter dans l'avenir enceinte avec des enfants. Chez un certain nombre de femmes, moi, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel il y a une vingtaine d'années. Là, depuis 5-6 ans, c'est beaucoup, je trouve, beaucoup de femmes, de jeunes femmes. D'accord. Voilà. Et comment le vivent ces messieurs? Alors, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas les messieurs de ces femmes qui viennent. D'accord, tu en as d'autres, je suppose. Voilà, mais j'en ai d'autres. Oui. Mais j'ai plus un écho sur tout ce qui est sexualité pure, que procréation, du coup. Et moi, personnellement, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette émission avec toi. Je suis un peu touchée par la condition des hommes en ce moment. Je trouve que ce qui se passe avec MeToo me semble complètement nécessaire, mais est forcément arrivé dans une extrême qui va, j'espère, repartir vers un équilibre dans quelques années. Mais du coup, les hommes sont assez impactés et j'ai quand même un certain nombre d'hommes qui viennent me voir en première séance en me disant qu'ils sont pervers sexuels. Et quand je leur pose la question de qu'est-ce qu'ils appellent pervers sexuel, ils me parlent de masturbation. Alors, je suis surprise et je leur demande dans quelle situation ils se masturbent. Est-ce que c'est tout seul? Est-ce que c'est dans le salon devant leurs enfants? Évidemment que non. Est-ce qu'ils regardent des films? Oui. Est-ce qu'il y a des enfants dans ces films? Non. Est-ce qu'il y a des animaux dans ces films? Non. Donc, bref, on parle d'hommes qui se masturbent tout seuls dans leur chambre ou dans le salon avec un film pornographique j'ai envie de dire classique. Alors, après, on peut parler de la condition... Est-ce qu'ils ont des conjoints ou est-ce qu'ils sont célibataires? Ils sont souvent en couple. Ah, d'accord. Et il y a souvent le regard de leur compagne sur cette pratique de masturbation qui est... Il y a la compagne qui les regarde se masturber? Non. Non, mais qui, du coup, commente ça et qui les culpabilise assez fortement. Et voilà, je trouve qu'il y a aussi un problème de ce côté-là. Bon, il y a un problème de dialogue, très certainement. Il y a un problème de dialogue, mais ce qui est intéressant, puis une des raisons pour lesquelles j'ai sauté sur l'occasion lorsque tu m'as envoyé ton texto, sans faire de vilain jeu de mots, c'est parce que, par l'observation, nous, on a un ressenti, effectivement, et ça apparaît dans une vidéo que j'ai postée il y a quelques jours à peine. Comme quoi, tu vois, on était synchrones. Il est extrêmement important de protéger nos enfants, de protéger nos femmes, de protéger nos personnes vulnérables. Mais est-ce que finalement, on n'est pas en train d'en payer un certain prix? Est-ce qu'il n'y a pas de certains dommages collatéraux qui se font? Par exemple, en déniant l'instrumentalisation et puis surtout la culpabilisation. Est-ce qu'on n'est pas en train de culpabiliser aussi, quelque part, les personnes, sous le prétexte honorable, très honorable, d'empêcher des choses
inacceptable, en fait. Mais ce qui est dommage, c'est que forcément, ceux qui devraient changer de comportement ne l'entendent pas forcément comme ça et continuent dans ce comportement. Et ce que je remarque, c'est que les plus touchés sont ceux qui sont au départ sains et plus sensibles, avec les femmes notamment, et du coup qui n'osent plus même aborder une femme, faire un compliment. Ça devient dangereux. Tenir une porte, oui, ça devient compliqué. Donc ces hommes sont atteints dans leur virilité et dans leur virilité de père aussi. Alors ça, c'est intéressant parce que nous, on en parle beaucoup entre nous. Je ne te le cache pas sur les forums, tout ça, là, mais avec nos mots à nous. Mais toi, tu es une professionnelle et tu reçois. Et puis, en tant que professionnelle, tu as une conclusion sur ça aussi. Voilà. Oui, que je trouve... je me souviens, on était dans un groupe de covision il y a des années entre psys. On était une dizaine de psys et on se disait que les pères étaient vraiment un petit peu dans nos langages psychanalytiques émasculés, tu vois, parce que la mère prenait beaucoup de place et que les hommes ont du mal à trouver une place, quoi. Oui, mais c'est ce qui ressort aussi des discussions, des cercles de rencontres, beaucoup d'ailleurs de personnes qui sont confrontées aux tribunaux, aux services sociaux, à l'institution, en fait, quelque part, pour une raison X ou Y, ont vraiment l'impression qu'une partie de leur personne dérange, en fait. Donc ils se demandent, qu'est-ce qui se passe? Suis-je normal? Est-ce que je la gère correctement? Et donc après, on voit arriver des gens qui viennent te voir en disant, suis-je normal, docteur? Tout à fait, oui, tout à fait. Et du coup, ce regard... Alors souvent, il y a aussi, tu sais, on en a déjà parlé dans une autre émission, mais beaucoup de femmes abusées qui ont donc une relation au sexe qui va être particulière, difficile pour la plupart. Et du coup, un homme qui entre en contact avec ces femmes-là va aussi payer quelque chose pour ceux qui ont été malsains et qui ont eu un comportement déviant, tu vois. Donc... voilà, il y a beaucoup de paramètres. Ça, je suis d'accord. J'ai vécu un petit peu, comme toi aussi. J'ai eu plusieurs compagnes. Je n'en ai jamais, alors peut-être que je suis mal tombé, j'en ai encore jamais trouvé une qui n'avait jamais été un peu poussée, un peu violentée, un peu agressée, qui soit... j'en ai pas encore eu une seule proche de moi. Voilà. Donc visiblement, c'est assez présent quand même, mais il y a un intérêt à nettoyer. Beaucoup. Oui, absolument. Parce que je dis, moi, la nana qui est venue me voir, qui a passé un peu de temps avec moi, me disant, ah non, moi de toute ma vie, pouf, jamais. J'en ai pas encore trouvé une seule. Voilà. Donc ça existe. Le problème, c'est qu'après, moi, j'ose plus à dire à une fille qu'elle est jolie, qu'elle a de beaux yeux, que je me sens bien quand je suis à côté d'elle. J'ose plus le faire. Et d'après ce que j'entends à droite et à gauche, on n'ose plus le faire non plus. Oui, tout à fait. C'est vraiment problématique dans la relation. Et d'autre part, quand j'ai des femmes que j'accompagne et qui me racontent qu'elles ont... une sexualité, en tout cas qu'elles ont une libido importante, par exemple, je les pousse à défendre cette libido parce qu'il y a aussi la condamnation du regard des hommes satisfaits sexuellement ou non, donc peut-être frustrés, qui commentent la libido de ces femmes. Je n'utiliserai pas les mots, mais tu imagines bien quel regard on porte sur ces femmes-là. Aussi. Oui. Il y a des poncifs aussi, mais il y a des enquêtes qui ont été faites. Mais ça, c'est encore un autre sujet, on va dire. Oui. C'est encore un autre sujet. Moi, je suis de l'ancienne génération. Je veux dire, ce qui est privé est d'ordre privé, dans le cas de personne. Et puis, si tout le monde est consentant, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, moi, je suis un très grand libertarien par rapport à ça. Tant que tout le monde est heureux et puis qu'on n'agresse personne, ne serait-ce que, en intimité. Moi, je n'ai aucun mot à dire. Oui, mais tu as un regard intelligent là-dessus. C'est possible. C'est possible. C'est pas forcément ça qui fait que je suis le plus heureux en amour, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que notre civilisation à nous vient... Nous sommes des latins. Donc nous aimons flatter la femme. La femme latine, italienne, espagnole, française, aimait bien être complimentée. La galanterie, c'est une invention plus ou moins française, me semble-t-il.
Je crois. On me semble, en tout cas, c'est par ici. Hein. Je ne sais pas comment il faisait ailleurs. Il devait leur claquer la porte dans la figure, je pense. Je ne sais pas comment il faisait du tout. je ne sais pas. Mais enfin, on a une tradition de chevalerie et autres qu'on n'arrive plus à assumer aujourd'hui. Qu'on n'arrive plus du tout à assumer parce que si on le fait, on a l'impression d'être un vilain macho, dominateur, écraseur, patriarcal. Alors ça, c'est le grand mot qu'on entend partout. Patriarcal, en fait. C'est quoi la définition psychologique, patriarcale? Comment est-ce qu'on a pu reprendre un mot comme ça et lui donner autant d'impact? Parce qu'on est une société qui avons souffert, enfin en tout cas ma génération, on a souffert de ce rapport patriarcal, dominateur, dominant, c'est l'homme qui a raison, c'est l'homme qui a le dernier mot, même si en fait quand tu rentres dans la famille c'est plus complexe. Plus compliqué. Les femmes, on arrive à faire passer des choses, mais différemment. Mais tout le monde... C'est vous qui dirigez tout. C'est vous qui décidez tout, c'est vous qui dirigez tout, mesdames. Voyons. Peut-être, je dirais pas non. Mais toute la famille se plie autour de l'autorité et surtout du caractère de l'homme. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu révoltée, tu vois. Ah. Parce que ces hommes de mauvaise humeur, attention papa rentre, il est fatigué, attention papa rentre, qu'il a mangé une pomme. Il n'est pas de bonne humeur. Donc tous les enfants, la femme se mettent dans un mode discret pour laisser de l'espace à cet homme qui arrive. Mais je ne suis pas la seule. Oui, non mais je veux dire, est-ce que tu as grandi comme ça, Oui, j'ai grandi comme ça, oui. D'accord, ok, oui. Parce que moi j'ai pas vu... Oui, j'ai grandi avec ces hommes et j'ai beaucoup de paroles en constellation puisque je travaille sur des familles de cet homme qui rentrait et qui était fatigué ou de mauvaise humeur. Où il fallait prendre en compte l'humeur de l'homme. L'humeur de la femme, on s'en souciait pas beaucoup. Alors ça, on en a déjà parlé la dernière fois, c'est un effet secondaire de la révolution industrielle. On sait auparavant, sauf dans les hautes classes, mais dans les classes populaires, avant qu'on aille faire travailler les hommes de manière intensive, les tâches n'étaient pas forcément séparées à ce point, etc., etc. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Bon, Sophie Doxa avec nous sur RLP. Alors, sexualité. Ma grand-mère disait, c'est le ciment du couple. La thérapeute d'aujourd'hui, elle dit la même chose? Ah oui, oui. Absolument. Explique-nous. Alors, il y a des couples que je reçois, par exemple, je leur demande depuis quand ils sont allés dîner tous les deux au restaurant. Et en fait, il y en a qui me disent plusieurs années. Et je tombe des nues parce que le restaurant, c'est un espace de sensorialité, de sensualité. On s'habille un peu, on a envie de plaire à l'autre. C'est important, c'est un espace important. Et c'est un espace sans les enfants. Donc c'est le couple aussi, tu vois, c'est donner du temps au couple. Oui. Et c'est très important. Et du coup, je propose une régularité plus importante déjà que tous les 5 ans. Bien sûr. Et puis, c'est un espace où on peut aller vers une séduction vers l'autre, savoir où on en est, et ensuite retrouver une séduction, et du coup, retrouver une sexualité aussi, parce qu'il y a énormément, je trouve, de couples qui vivent ensemble depuis très longtemps et qui acceptent plus de sexualité du tout, en fait, qui vivent sans sexualité. C'est OK pour eux, mais je ne suis pas sûre que ce soit si OK que ça, en fait. Non, parce que les impératifs biologiques, on sait qu'il y a des processus hormonaux et chimiques qui interviennent. Bon, j'ai lu certains bouquins dessus, je réinterroge des gens sur ce sujet, d'ailleurs, ça peut être intéressant dans une émission ultérieure. Mais effectivement, nous, lorsque les gens viennent nous voir en disant, alors qu'on essaie de faire l'historique, vous êtes rencontrés quand, c'est passé ci, c'est passé ça, voilà, pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes, très très souvent, la séparation, le mécontentement d'un conjoint envers l'autre, c'est lorsqu'ils arrêtent de se considérer l'un l'autre, justement, comme des conjoints, quelque part. Je veux dire, il y a plus, ce sont des éducants d'enfants, ou ce sont partenaires pour un projet, mais ils sont plus en train de se séduire, ils sont plus dans la sphère intime l'un l'autre, ils s'éloignent beaucoup l'un de l'autre, et puis effectivement, quand on s'éloigne, quand on n'est plus dans l'intimité de l'autre quelque part, oui, il se passe plein de choses. Mais ce qui est naturel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se travaille de se séduire.
Tu vois, c'est naturel de se laisser happer par le quotidien. C'est naturel de devenir plus mère et plus père qu'amant. Tout ça est naturel. En fait, l'espace de la sexualité et dans le couple, elle est écrasée très très vite. C'est la première chose qui est écrasée parce que fatigue, parce que aussi relation compliquée au sexe. Je suis désolée d'amener ça là un peu lourdement, mais transgénérationnel aussi. Qu'est-ce qu'on a reçu de nos mères en tant que femmes? Qu'est-ce qu'on a reçu de nos pères en tant qu'hommes, tu vois, sur la sexualité? Comment on aborde une femme? Moi, au départ, il y a 20 ans, quand je faisais ce métier, il y avait des hommes qui me racontaient comment ils abordaient une femme sexuellement. Je tombais de l'arbre, hein. Vraiment, je tombais de l'arbre. C'était, je touche un peu les seins, je touche le sexe, et je pense que ça va, et elle est prête, en fait. On va pas faire notre Depardieu ce soir, mais bon. Pardon, le pauvre, ça y est, ça c'est fait, voilà. Comme ça, on est avec la meute, on appartient au groupe, voilà, c'est bon. Non, mais ce que tu dis est vrai. Moi, je sens cette pression. Par exemple, je me suis marié relativement tard. Je sentais la pression de mon environnement qui disait que c'est pas forcément. Qu'est-ce qu'il fait Donc, je devais aller quelque part conquérir. Je devais quelque part aller m'imposer. Le fait, c'est que j'avais pas été capable d'aller lever quelqu'un, comme on disait. Oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Un gage de chasseur. Hein. Oui, Bigard en a fait un sketch. Hein. Tout le monde a rigolé parce que ça nous parle intérieurement quelque part. Hein. Mais oui, on a peut-être reçu ça aussi un peu. Biologiquement, on est issu de ça aussi un peu. Hein. Mais ça, on a beaucoup parlé de ce qui se passe au niveau des hommes, mais ce que tu viens de dire par rapport aux femmes, là, on en parlait beaucoup moins, et puis on osait beaucoup moins le dire, donc c'est important de le dire peut-être. Comment on vous a travaillé, vous, dans le temps Alors, ce que je reçois en constellation, justement, c'est ces femmes qui se transmettent cette espèce de passage, tu vas devenir une femme, tu es mariée, parce qu'à l'époque, on se mariait et on avait un rapport sexuel après le mariage. Donc, ça ne se transmettait pas, il y a des choses qui ne se disaient pas. Et ce qui passait quand même beaucoup comme discours, les hommes sont des cochons, tu verras. Ils ont besoin de rapports sexuels. Tu serres les dents, tu écartes les cuisses et ça passera. Il faut juste que tu t'y fasses, en fait. Donc, il n'y a pas accès au désir, il n'y a pas accès au plaisir là-dedans. Pour les femmes. Qu'il y a une résistance naturelle après. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Tu vois. Et au rapport au corps et à la séduction, etc. Donc il y avait les femmes de mauvaise vie, on va dire, qui étaient plus là-dedans, alors avec des histoires d'abus ou pas, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais c'était forcément compliqué. Et puis au 19e, tu sais, les hommes honoraient leurs femmes en faisant des enfants et après ils avaient des maîtresses dans des bordels, c'était quand même assez courant, dans une certaine classe de la société, on va dire. Oui, il faut avoir les moyens, mais ouais. Oui, mais de toute façon, c'est ça, oui, c'est un peu, il y a beaucoup de races sur la planète, on fait comme ça aussi. On a la mère de ses enfants, et puis on a, ils appellent ça une Mianoi, je crois, en Thaïlande. Oui. Bon. Ok. Mais oui, il y a les amantes, oui. Alors, moi, j'ai une pensée qui me traversait l'esprit, là, par exemple, à l'hôpital, on a mis beaucoup de temps à reconnaître la notion de douleur. Oui, c'est vrai. Énormément. Et pour les femmes, on a mis beaucoup de temps à accepter qu'elles aient du plaisir, tout simplement. Mais l'Église et la religion a fait beaucoup de dégâts. Tu crois que c'est religieux? La religion a culpabilisé le plaisir des femmes? Ah, mais oui, je pense vraiment. Il y a des religions qui les mutilent, d'ailleurs. Oui. Mais oui. Tu vois. Enfin, la Vierge, Jésus est arrivé grâce au Saint-Esprit, quand même. Hein. Oui. Donc, j'en passe des meilleurs, on va dire. Ouais, non, mais de toute façon, on a la psychologie, la psychanalyse, donc on peut faire du symbolisme, il n'y a aucun problème. Hein. En fait, comment on peut conseiller aux gens de durer dans un couple? Je pense qu'il faut vraiment créer des espaces, tu vois, des espaces de séduction. La séduction, c'est vraiment très, très important. Que vous soyez en jogging de temps en temps le week-end, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être en Louboutin le samedi, c'est pas ce que je veux dire, mais que régulièrement il y ait une fois par semaine ou 2 fois par mois selon les moyens, ou peut-être même qu'une fois par mois, mais un moment de couple sans les enfants, et qu'on ne me dise pas que c'est pas possible. Oui, qu'on se retrouve en individuel, sans les enfants. Et cette fois-ci, on n'est pas père et mère, on est mari et femme. Exactement. Et alors au départ, souvent,
ça invite les conflits, parce qu'il n'y a tellement pas d'espace pour se parler que les 2-3 premières fois, ce sont des conflits. Donc les couples me disent, bah ouais, mais c'est pas très agréable. Oui, mais il faut que ça passe. C'est comme une eau sale qui doit passer un canal et ensuite... Vous l'avez pas fait depuis trop longtemps. Exactement. Donc il faut que... Et l'eau propre arrive derrière. C'est-à-dire que retrouver ces espaces comme il faudrait... Je vais peut-être faire hurler un nombre de personnes importantes, j'en sais rien, mais il faudrait pouvoir se consacrer 1 semaine par an de vacances tous les 2. Oui, mais tu sais, nous on défend la résidence alternée pour les enfants. Quelque part, c'est compatible. Hein. Ouais. Mais oui, puisque ça veut dire qu'une semaine sur 2, ta vie est différente. Voilà, c'est aussi une façon de se reconstruire lorsque tu es séparé. Hein. Alors moi, j'ai pas énormément d'exemples comme ça. J'ai quand même beaucoup de femmes qui s'occupent des enfants et les pères qui les ont peu. La difficulté lorsque tu as ton enfant 26 ou 27 jours par mois à avoir une vie de femme. C'est impossible. Enfin, moi, Quelque part, elles sont prisonnières de ce schéma. Elles doivent s'occuper de tout, elles s'occupent des enfants. Comment tu veux qu'elles s'embellissent et qu'elles rentrent dans une nouvelle spirale de vie avec quelqu'un? C'est très difficile. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a des sites qui s'appellent, notamment un que je connais qui s'appelle Parents Solo, et qui permet, ce sont des sites de rencontres avec des parents qui éduquent leurs enfants en solo. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est très compliqué, oui. La séduction dans ces espaces-là est très compliquée, oui, bien sûr. Ok. On va revenir là pour conclure effectivement sur ces hommes-là qui sont dévirilisés, qu'on a beaucoup culpabilisés. Qu'est-ce qu'on peut leur dire alors que finalement, avoir des pulsions et des envies, c'est naturel, c'est biologique, c'est normal? Absolument. Et que se masturber... Et ça dépend de l'âge qu'on a, évidemment. À 30 ans, un homme a plus de besoins sexuels qu'à 50. Qu'à 50, il y en a encore qui ont des besoins importants. Et tant mieux. Et tard aussi. La sexualité des seniors, c'est quelque chose dont on ne parle jamais, mais ce serait bien qu'on en parle aussi. Parce que c'est encore assez tabou et intéressant. Malgré tout, il y a plein de choses qui se passent, notamment dans les maisons de retraite. Mais... Voilà, il y a bien sûr que les hommes, les femmes ont encore envie et sont encore attirées par des hommes qui sont dans leur masculin. Mais le masculin a évolué et c'est bien qu'on les fait évoluer. Il était temps qu'il évolue aussi. Mais c'est important que les hommes retrouvent leur masculin. Il n'y a pas une contradiction dans le fait de dire je cherche un homme qui m'agresse pas, c'est pas bien qu'il me regarde, je veux pas être regardé, je veux pas être dévisagé, puis en même temps je cherche un homme qui assure d'en avoir et qui sache les porter, comme on dit vulgairement. Mais cette contradiction, elle vient d'où là? Tu sais, un jour j'ai un ami qui m'a dit vous êtes insupportable en fait. Vous voulez qu'on fasse la vaisselle, vous voulez qu'on vous séduise, mais en même temps vous voulez qu'on s'occupe de tout. Enfin c'est impossible. Vous nous demandez des choses impossibles. Il faut qu'on soit un caillou avec des émotions. D'accord. Un rocher. Bon, Sophie, merci d'être venue. Merci à toi, On te trouve comment alors? Psycho-Sophie-Doxa. Alors, Sophie, S-O-P-H-I-E, Doxa, D-O-X-A-T.com. Donc, Psycho-Sophie-Doxa. Mais Sophie Doxa, déjà sur Internet, on trouve des choses. Et tu es en libéral sur Périgueux. Merci d'être revenu et bonne année à toi. Merci, toi aussi, Stéphane. Famille, justice, enfance.